que je puisse... Bonsoir, on est connecté avec Martine Denette et Claude Duhaut de l'association En Toute Franchise qui vont nous partager leurs témoignages. Et on vous laisse quelques secondes pour partager, vous installer, regarder. N'hésitez pas à partager dans les groupes, sur vos pages, voilà, pour diffuser le live autant que possible. Nous, on va faire pareil et on se retrouve dans 5 minutes. Avec Martine Denette et Claude Duhaut de l'association En Toute Franchise qui vont nous, sur vos pages, voilà, pour diffuser le live autant. J'attends que Martine et Claude puissent faire leur partage et on se retrouve. Voilà, partager. Ok. Voilà, bienvenue. On est avec Claude et Martine. On partage un peu le live en attendant que vous vous connectiez. N'hésitez pas à partager de votre côté. Voilà, bienvenue. On est avec Claude et Martine. Martine, il faut couper le live. N'hésitez pas à partager de votre côté. Voilà, bienvenue. Je vérifie sur notre page que... Il faudra couper ensuite, il faudra fermer la page en question pour pas que ça fasse écho. Bonsoir, on est avec Martine et Claude de l'association Toute Franchise. On est en train de partager le live et si vous pouviez faire de même de votre côté, ce serait sympa. Je vais me mettre sur Martine. Voilà, on va commencer. Ben moi, je suis sur ma page Facebook, là. Est-ce que vous êtes prêts, Martine et Claude? Oui, oui, oui. Okay. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, on a Martine et Claude qui sont présents avec nous ce soir pour nous parler de leur lutte qui dure depuis un certain nombre d'années. C'est l'association En Toute Franchise qui a été créée par Martine et Claude, qui vont vous en dire un petit peu plus. Mais tout d'abord, on va les laisser se présenter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous êtes, dans quel coin vous êtes et qu'est-ce qui vous a mené à créer cette association? De quelle expérience personnelle vous partez? Oui, bonsoir. Donc, nous avons créé l'association parce que nous avons été victimes en tant que commerçants dans la galerie marchande de Carrefour Vitrolles au moment où Carrefour, justement, a fait ses extensions. Et c'est dans le cadre de ces extensions qu'on a découvert que Carrefour avait étendu 13 000 m² sans permis de construire. Donc ça, on l'a découvert beaucoup plus tard, mais il faut savoir que lorsque je suis arrivée dans la galerie marchande, je n'avais absolument aucune information sur les futurs travaux de l'extension de ce centre commercial. Et Carrefour m'a signé un bail sur un local qu'ils avaient projeté de fermer, pas de fermer, de détruire. Et mon prédécesseur, qui était une marchande de laine, elle avait tout intérêt à vendre son magasin parce qu'elle était endettée. Donc tout le monde a fait, personne ne m'a donné aucune information. Et 2 ans ou 3 ans après, j'étais carrément mis en liquidation judiciaire parce que Carrefour m'a doublé les loyers dans le cadre de la nouvelle extension, alors qu'il aurait dû simplement me déplacer puisque c'était pour ses travaux personnels que j'ai été déplacée. Donc à partir de là, j'ai fait les procédures et dans le cadre des procédures de ma liquidation judiciaire et de mon recours contre le franchiseur, bien les documents ont disparu de ma procédure. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à comprendre qu'est-ce que c'était l'urbanisme commercial, parce je n'avais jamais étudié ce que c'était qu'un permis de construire et autres.
et pourquoi on m'a volé les plans dans ma procédure. Et c'est à partir de là qu'on a créé l'association en toute franchise, parce que si vous voulez, ce système de construire sans permis de construire, sans autorisation d'exploiter, c'était nouveau pour nous. Donc, on est complètement ruiné, hein, que ça soit Claude ou que ça soit moi, parce qu'on était sur le même emplacement. Donc, on est ruinés tous les deux. Et à partir de ce moment-là, ben, on a cherché pourquoi ils nous avaient fait ça, puisqu'il n'y avait pas de raison. Hein. On était commerçants, des commerçants indépendants. On avait une quarantaine d'années. Alors inutile de vous dire que c'est la douche froide. Et à partir de là, on s'est dit, mais comment dire, on va d'abord le diffuser. Parce que il y avait beaucoup de gens qui étaient mis en liquidation judiciaire, donc on a recherché, et des cas similaires aux nôtres, sur toute la France, hein, des franchisés qui étaient ruinés aussi parce que le centre commercial avait décidé de changer l'orientation des portes. Et bon, on a commencé à créer l'association en toute franchise. En quelle année? En 1994. Et après, on nous avait conseillé, on a eu beaucoup de gens qui sont venus vers nous, et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, mais vous pouvez pas rester sur l'enseigne Carrefour, parce que ça serait, si vous voulez, ça serait réduire le problème. Et on s'est rendu compte dans le cadre des constructions et des extensions de centres commerciaux, eh bien, que toutes les enseignes, de nombreuses enseignes pratiquaient la même chose, c'est-à-dire construire des surfaces commerciales sans permis de construire et sans CDAC. Alors, ce qu'il y a, nous, on a été complètement ruinés puisqu'on n'a pas pu aller au bout de nos procédures, parce qu'à chaque fois, ils nous cachaient, que ce soit le préfet, que ce soit le maire ou que ce soit Carrefour, on nous a caché les documents pour pas qu'on ait les preuves pour démontrer qu'on avait été spoliés dans cette galerie marchande et à cause des travaux Carrefour. Et à partir de là, ben, on a recherché sur différentes enseignes, et on a découvert que c'était un système. Et donc aujourd'hui, l'association en toute franchise, ce n'est pas des cas de Carrefour, mais c'est aussi bien Leclerc, enfin c'est toutes les enseignes, hein, Leclerc, Auchan, Lidl, tout ce que vous voulez. Ils ont pris cette habitude de ne pas respecter la loi. D'accord. Alors si je résume, vous étiez commerçants indépendants tous les deux. Dans le cadre de travaux qui devaient être faits, vous vous êtes rendu compte que il s'agissait pas juste de faire des travaux, mais de vous pousser à la porte en fait, de vous pousser à la porte et de vous faire fuir en fait. Sauf que vous êtes pas arrêté là, vous avez essayé de vous battre, mais les documents ne vous étaient pas remis à temps pour pouvoir constituer une défense. Et à côté de ça, vous avez décidé vous de creuser et de comprendre pourquoi ils agissaient de cette manière-là, et de fil en aiguille, vous vous êtes rendu compte que c'était une méthodologie appliquée par Carrefour. Par Carrefour, et surtout sans la complicité des élus locaux, de l'administration, enfin sans des politiques, ils n'y arriveraient pas. Hein. Ils sont respecter la loi. Voilà, ils n'arriveraient pas parce que c'est ils font des constructions irrégulières, mais ils sont régularisés. Mais ils sont régularisés, voilà. C'est tout un système qui est mis en place, et pas juste Carrefour, ce ne sont pas juste les grandes surfaces. C'est un système qui serait mis en place et qui serait en plus facilité par les préfectures. Voilà. Alors au départ, on nous a dit, mais c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est dans le Midi, c'est tout juste si ce n'était pas, un joker, quoi, de nous dire qu'on était dans le Midi. Mais à force de créer des antennes et d'être contactés par les commerçants, mais on s'aperçoit que c'est surtout le territoire national. C'est un phénomène national. Donc finalement, vous avez constitué une fédération, et il y a une quarantaine d'antennes ici en Hexagone et dans les Outre-mer. Voilà. Combien maintenant aujourd'hui? 57 exactement, d'accord. 57 antennes, c'est intéressant. Et donc, c'est pour ça que je peux dire que c'est surtout le territoire national, parce qu'on a dépassé la moitié des départements. Et comment ça se passe en fait? Une antenne qui se crée, elle se crée autour d'un cas. Ce sont souvent des anciens commerçants ou des commerçants en exercice.
Alors, il y a deux problèmes. Hein. Alors, je ne sais pas si je suis dans mon... Comment? Il y a deux problèmes. Il y a le problème que la grande distribution a pris l'habitude de s'étendre et de s'étendre. Là, c'est un phénomène. Quand on sait que la consommation augmente de 6%, mais que les mètres carrés augmentent de 27%, donc on voit bien qu'on donne plus de mètres carrés que les consommateurs ont besoin. Ça, c'est une chose. Et après, on a le problème des surfaces illicites. Alors, on crée surtout les associations lorsqu'il y a un nouveau projet. Et là, les commerçants, ben, ils se dépêchent de réagir avant que la grande surface arrive. Ok. Ils identifient en amont que ça va se produire et là, ils sollicitent en toute franchise ou ils créent une antenne. Voilà, on crée une antenne. Et on voit bien qu'au fur et à mesure qu'on avance dans nos procédures et autres, ben, le législateur, il met encore des handicaps, c'est-à-dire qu'avant, on créait une association, on pouvait agir de suite. Puis le législateur a mis comme barrière, c'est-à-dire que on crée une association, mais on sait qu'elle ne pourra agir que dans 1 an. Vous voyez, ils mettent des handicaps comme ça au fur et à mesure. Le législateur pourrait être réélu par rapport aux élus locaux, ben, il penche plutôt du côté des élus locaux que des commerçants. D'accord. Et donc, à ce jour, en toute franchise, a révélé publiquement une estimation des fraudes pour lesquelles l'État n'a pas perçu. Il n'a pas sanctionné, donc n'a pas perçu. Voilà, les fraudes, quand on dit les fraudes, ce sont des milliers de mètres carrés qui ont été réalisés sans autorisation. Alors, ça peut être que le bâtiment est important et il décloisonne au fur et à mesure à l'intérieur. Soit ils ont fait des constructions et ils n'ont jamais demandé de permis de construire. D'accord. Voilà. Donc on a tous les cas de figure. On décloisonne, soit on construit, mais les 418 milliards correspondent aux exploitations des mètres carrés illégaux. D'accord. Donc vous avez estimé à 418 milliards le montant des fraudes qui correspondent à des amendes, en fait, 1 500 € d'amende de 5e classe par mètre carré par jour entre 2001 et 2017. C'est ce que vous avez révélé, mais uniquement sur la région PACA, en fait. On ne parle même pas du montant que ça représenterait à l'échelle nationale. Voilà. Alors, il faut savoir que précédemment, avec la loi Bérégovoy, les amendes étaient de 1 500 € par mètre carré et par jour d'infraction. Après, quand Sarkozy est arrivé, il a descendu, il n'a plus mis des amendes, il a mis des astreintes pour faire cesser. Et là, la France, elle est encore en irrégularité par rapport à la Commission européenne, parce que la Commission européenne dit bien que pour l'abus de position dominante, c'est à la fois des amendes et des astreintes. La France a éliminé les amendes et elle n'a conservé que les astreintes. C'est-à-dire que demain, l'hypermarché qui a construit, par exemple, Leclerc de Genève, qui avait une autorisation, Genève, c'est dans le Rhône, hein, il avait une autorisation de 2 900 mètres carrés, il en a fait 4 900. Mais il a exploité ça pendant des dizaines d'années. Donc aujourd'hui, il a au bout de la carotte. On va lui dire, mais voilà, si vous enlevez pas vos surfaces illicites, vous allez avoir des astreintes. Mais ce qu'il a exploité illégalement, l'enrichissement illégal qu'il a fait pendant 10-15 ans, eh ben, il n'est pas redevable par rapport à la société, par rapport à Bercy. Parce que Bercy ne veut pas appliquer les amendes dues à cette concurrence déloyale. Donc finalement, vous montez des dossiers, vous apportez un certain nombre de faits, de preuves, vous allez en justice. Voilà. Avec l'État français, étant donné qu'il ne veut pas appliquer les directives, ni la directive européenne service, ni la directive inondation, aujourd'hui, on est au stade où on amène toutes les preuves pour aller à l'Europe et dire, mais regardez, la France n'applique pas les lois européennes. Donc, on est au stade là, on a presque terminé les procédures en France et on va bientôt saisir l'Europe pour demander l'application, pour faire condamner la France de ne pas respecter les directives européennes service. Là, ça fait 27 ans ce qui ressort du livre que vous avez écrit, c'est 27 ans de lutte
250 dossiers analysés, 50 remportés. Moi, ce que j'ai envie de vous demander pour que les gens comprennent, c'est quel type d'action vous avez mené? On sait que vous avez œuvré sur le volet juridique. Donc, quelles sont les principales actions du volet juridique? On sait que vous avez été sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Et on sait aussi que vous avez fait d'autres types d'actions, comme plutôt de la mobilisation numérique, en lançant une pétition, en allant sur les plateaux télé, et aussi en ayant écrit des ouvrages, quoi. Voilà. Donc l'action juridique, eh bien, on est obligé, hein, puisque quand une autorisation vient d'être délivrée, il n'y a qu'une seule solution, c'est de l'attaquer. Puisque les élus locaux ne veulent pas, c'est un mépris total pour les commerçants et les artisans. Donc on est bien obligé de faire les procédures. Ça, c'est impératif, parce qu'on a des délais, les délais sont très courts. Vous avez qu'1 mois seulement pour pouvoir attaquer une autorisation d'exploitation commerciale. Et après, le permis, c'est 2 mois. Mais le permis de construire, ça vient après le recours en CNAC. Alors ça, on est obligé. C'est pas qu'on fait pas les procédures pour se faire plaisir. On fait les procédures parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'attaquer une autorisation d'exploitation commerciale. On ne nous laisse pas le choix. Donc, ça, c'est les procédures qui sont en cours. Après, on fait les procédures contre les surfaces illicites. Alors ça, c'est le bâtiment est construit. Là, les exploitations sont construites. Et on dénonce qu'ils n'ont pas respecté l'autorisation d'origine. Donc après, c'est sûr, on est sur le terrain parce qu'il faut qu'on aille voir. Déjà, il faut qu'on aille voir la situation quand il y a un recours. Il faut bien qu'on rencontre les commerçants et autres. On fait signer aussi les pétitions par rapport aux consommateurs. Parce que le consommateur, lui, ce qu'il voit, c'est d'avoir une nouvelle grande surface, mais il voit pas tous les arcanes qu'il y a derrière, comment ça a été triché. Et puis la troisième opération, eh bien, c'est d'entretenir notre site pour donner le maximum d'informations aux gens à qui ça intéresse, et de faire une pétition pour pouvoir continuer à saisir et de pouvoir informer les commerçants. Puisqu'avec ça, on a quand même un fichier de plus de 100 000 personnes. Oui, la pétition, elle a été signée par plus de 100 000 personnes. Et là, je vous ai partagé 400 ce matin. 109 400, c'est intéressant de voir quand même qu'il y a un intérêt pour que vous obteniez plus de réparation. N'hésitez pas à partager. J'ai mis le lien en commentaire. N'hésitez pas à partager la pétition, à la signer vous-même. Et si vous connaissez des commerçants, n'hésitez pas à leur faire suivre ça aussi. Alors, on sait aussi que vous avez écrit des ouvrages. Le dernier en date est sorti. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, le premier, c'était plus sur notre vie personnelle, comment on en est arrivé là. Et le second, là, qui vient de sortir, 418 milliards, paru chez Talma Studio. Eh bien là, on a repris les affaires les unes derrière les autres pour bien expliquer que c'est un système, et on est rentré dans le détail, comment ils violaient les PLU avec les élus locaux, comment ils ne respectaient pas les plans de prévention des risques. Et donc, on explique, quand on est en procédure, comment les préfets nous font la rétention des documents pour ne pas qu'on aboutisse. Donc, si vous voulez, dans ce livre, on a vraiment été pour expliquer aux gens comment ça se passe. Parce que combien de personnes nous disent comme ça, mais c'est un sujet que personne ne connaît. Quand on discute avec des journalistes disent, mais j'ai jamais entendu parler de ces dossiers. Et on a pris le soin de mettre l'ensemble, la liste des infractions qu'on a dénoncées par enseigne, qu'on a dénoncées au préfet, sur lequel il n'est jamais allé les rechercher. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous relatez d'où vous partez, vous expliquez certains cas, et c'est important de voir comment les cas sont traités. Il y a plusieurs cas qui sont cités, mais effectivement, on retrouve à un moment donné, en page, je remets ça en commentaire sur le live, on voit qu'il y a la liste complète des infractions à la fin, qui sont recensées dans un tableau. Les infractions qu'en toute franchise à dénoncer. Ouais. Donc, s'il y avait vraiment un contrôle efficace, pas exhaustif, là. Efficace, voilà. Oui, c'est important de rappeler que ces 418 milliards, ce sont
ce sont des infractions révélées par En toute franchise dans la mesure de leurs moyens sur un territoire donné, et qu'évidemment, si c'était exhaustif, on imagine l'ampleur de la fraude, et on imagine à quel point, lorsqu'on nous dit souvent qu'il n'y a pas de sous pour faire avancer un certain nombre de choses qui ne vont pas dans la société, en fait, c'est qu'on va pas les chercher là où il faut. Quand on a un citoyen lambda, si on fraude, si on a une infraction qui a été constatée, on est tout de suite harcelé de courriers, d'huissiers, on est poursuivi en justice, on est assailli par les recouvrements, là où les grandes surfaces et autres structures ne sont pas autant poursuivies, et on voit même que les sommes ne sont pas perçues du tout, et même que ces fraudes, ces actions sont facilitées par différentes manœuvres mises en place dans les différentes strates de la société, dans les différents organes de décision. Et au terme de ces procédures, là, la dernière, on s'aperçoit que l'État est condamné à payer parce qu'il on en reparlera après. Là, on y arrive. Là, j'ai partagé aussi le lien de votre site pour que les gens puissent partager. Il y a un détail quand même qui est important, parce que au-delà de ce qu'on fait, c'est-à-dire d'aller rechercher, essayer de réduire l'expansion de la grande distribution qui fait n'importe quoi, il ne faut quand même pas oublier que ces sociétés s'enrichissent illégalement. Elles ont pris un abus de pouvoir, elles se sont enrichies illégalement grâce aux élus locaux, et avec leur abus de pouvoir, eh bien, on voit bien aujourd'hui, elles font de la pression, elles jouent au lobby. Elles jouent pas au lobby, c'est des vrais lobbies, et parce qu'elles ont acquis une puissance financière par les fraudes. Elles auraient moins, si vous voulez, se seraient moins enrichies s'il n'y avait pas eu toutes ces fraudes. C'est ça, c'est l'effet pervers. Il y a les fraudes qui ont tué le commerce indépendant, mais vous avez aussi cet enrichissement. Elles ont fait, comment ça s'appelle, de l'abus de pouvoir, que ce soit sur les agriculteurs et autres. Elles ont eu une puissance de feu avec cet enrichissement illégal. Est-ce que, pour rester dans cette lignée-là, est-ce que c'est possible de nous expliquer à quel type d'obstacle vous faites face régulièrement, principalement? Alors, principalement, il faut savoir que le législateur n'a jamais autorisé les commerçants à attaquer un permis de construire de la grande distribution. Ça commence il y a 47 ans. Ça fait 47 ans que le commerçant ne peut pas attaquer tous les permis de construire frauduleux qui ne respectent pas les plans de prévention des risques ou les plans locaux d'urbanisme. Par exemple, un plan local d'urbanisme, s'il vous impose 30% ou 40% de construction, eh ben, eux, ils vont en faire 60 avec la complicité des élus. C'est-à-dire qu'au départ, on aurait pu avoir un supermarché ou un hypermarché de 3000 m², mais ça prend tout de suite des proportions de 4000, 5000 m², uniquement parce qu'ils ont triché avec le maire de l'emplacement. Il y a aussi les difficultés que peuvent avoir une structure associative. Vous expliquez dans l'ouvrage que 8 jours après votre courrier dénonçant des dysfonctionnements dans l'administration du préfet, vous recevez un courrier de la CAF qui vous indique que le préfet lui-même met fin à vos revenus, en fait, à vos aides. Est-ce que voilà, ce sont des représailles. Est-ce que ce type de choses peut arriver encore aujourd'hui? Est-ce que vous avez des intimidations? Alors, là, on touche au portefeuille. Donc, en fait, non seulement on ne laisse pas les commerçants avoir accès au recours, mais en plus de ça, lorsqu'on dénonce comme vous et que vous créez une structure pour dénoncer ça, vous faites face en fait à de l'intimidation de la part de la préfecture qui vient. Alors, il n'y a pas que la préfecture, il y a aussi les élus locaux. Lorsque vous avez des commerçants qui font des recours, eh bien, vous avez des travaux qui arrivent comme ça devant les portes des commerçants. Et le consommateur ne peut plus rentrer chez les commerçants. Où on lui dit, mais tu sais très bien, il y a ta fille qui travaille à la mairie. Si tu veux pas que ta fille soit licenciée, voilà, ce sont toujours des représailles. Et d'autres qui mettent des bites où on pouvait se garer, ils mettent des bites tout le long d'une rue. Voilà, sans parking. Les voitures ne peuvent plus stationner, mais ils ont des moyens, des moyens féroces. Ils sont féroces. Les élus locaux sont féroces. Et aussi le côté sournois. C'est le mépris. C'est le mépris.
il ne faut pas, le maire part du principe, il est élu, de toute manière, il n'hésite pas à le dire, hein, j'ai été élu, mais il oublie de dire qu'il faut aussi qu'il respecte les commerçants. Mais lui, une fois qu'ils sont touchés par la grande distribution, ça devient catastrophique. Est-ce que, puisqu'ils ont compris en fait que c'est compliqué pour les structures associatives de se financer, quels moyens vous avez-vous pour vous financer en fait? Comment vous débrouillez pour pouvoir financer vos actions? Est-ce que on sait que sur votre page il y a un lien qui permet de vous faire des dons? Est-ce que vous constatez que le financement c'est un problème pour vous faire avancer dans vos actions? Alors, ce qui est dommage, c'est que le consommateur, même le citoyen, hein, parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un problème uniquement des commerçants, c'est un problème de citoyens. Est-ce qu'on continue à laisser des sociétés s'enrichir illégalement ou des sociétés s'implanter sur le territoire national sans payer de taxes? Voilà, aujourd'hui, il y a un tel déséquilibre entre ceux qui sont favorisés et les autres. Donc, c'est ça. Est-ce que le citoyen prend conscience de ça et il est prêt à nous aider? Et si vous voulez, aujourd'hui, les procédures, on les a réglées avec les commerçants qui étaient concernés par des projets. Après, il y a eu des procédures qu'on a réglées au sein comme une mutuelle, si vous voulez, que c'était tous les commerçants, puisqu'il y a des sujets. Il faut savoir aujourd'hui qu'on a 2 procédures importantes devant le Conseil d'État pour essayer de récupérer ce droit de recours contre les permis de construire. Parce que ça, ils fraudent sur les permis de construire, comme c'est pas possible. Donc, il y a ça. Et si les commerçants comprenaient l'utilité que c'est pour défendre leurs droits fondamentaux, eh ben, ils devraient adhérer et pour nous aider à poursuivre, pour qu'on puisse aller jusque devant la Commission européenne. C'est une bonne transition parce que j'allais vous poser la question de vos soutiens. Est-ce que vous êtes soutenu en dehors de votre réseau associatif qui est important, parce qu'on en a 57 antennes en toute franchise? Est-ce que vous avez d'autres soutiens extérieurs à cette communauté associative? De soutien, on a des élus qui nous ont quand même soutenus, puisqu'on a réussi à obtenir des modifications de loi dans le cadre de contrôle des surfaces illicites. Mais autrement, les élus, étant donné qu'on les attaque, on n'a pas beaucoup de soutien des élus. Il y a des élus, par contre, qui sont carrément pour nous parce qu'ils veulent défendre leur centre-ville. Donc, ils ont compris le travail qu'on faisait, mais celui qui ne... Si vous voulez, aujourd'hui, il y a des opérations de revitalisation des centres-villes et vous avez les élus qui continuent à donner des milliers de mètres carrés en touchant des subventions de revitalisation. Après, vous disiez le soutien financier. Eh bien, nous, on n'a absolument aucune subvention puisqu'on a des élus qui voulaient carrément venir fouiller dans nos comptes pour savoir, alors qu'ils n'ont pas à fouiller puisqu'on ne touche absolument aucune subvention pour garder notre autonomie. Vous imaginez que demain, on a des subventions. De toute manière, un jour, ils vous les versent, un jour, ils vous les versent pas. On a vu combien d'associations de commerçants, à partir du moment où ils attaquaient le projet du maire, n'avaient absolument plus de subventions. Donc, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment les commerçants et le citoyen qui peuvent nous aider à continuer à dénoncer les fraudes et à poursuivre les fraudes. Parce et que nous aider financièrement. Voilà. C'est pas le tout de les dénoncer. Il faut réussir à les montrer du doigt qu'ils sont antisociaux, tout ce que vous voulez, quoi. Ils cassent la démocratie. Ce qu'on entend, en fait, on a quand même des petites réactions. On a Nathanaël qui dit pendant ce temps-là, le citoyen qui a le malheur d'installer un cabanon au bout de son jardin se voit taxé méchamment par les impôts. On a Fauzi qui nous parle de concurrence déloyale. On a Viviane qui nous dit qu'en Martinique, ils construisent même dans la mangrove. Et ce que vous nous dites, c'est que il y a un système qui est mis en place en complicité avec les grandes surfaces, les préfets, les élus. Vous avez des élus qui vous soutiennent, mais en même temps, il y a des élus en face qui facilitent ces pratiques illégales. Que lorsqu'elles sont constatées et dénoncées, il y a de l'intimidation qui est mise en place, qui est pratiquée, et qu'en plus, c'est difficile parce que vous n'êtes pas financé, donc vous faites vivre les associations par rapport aux dons et aux adhésions.
et qu'il y a aussi une responsabilité commune des commerçants et des citoyens qui sont sur ces surfaces qui sont exploitées, puisque ça détruit de toute façon une partie de notre environnement en tant que citoyen, qu'on soit commerçant ou non, et qu'on a aussi, nous, en solidarité, une responsabilité de soutenir votre travail, en fait. C'est ce que vous nous dites, c'est ça le message. Le message, c'est qu'il faut que beaucoup de citoyens comprennent. Nous, on met tout sur notre site Internet, hein, parce qu'ils n'auront jamais ces informations dans la presse, puisque la presse, elle touche la participation des annonceurs. Il faut savoir que la grande distribution, c'est un des principaux annonceurs de la presse locale. Donc, elle ne va pas aller dénoncer qu'ils font... Bon, il y aura un coût, par exemple, si on arrive à faire fermer des surfaces illicites, on aura des journalistes qui vont nous soutenir. Mais en règle générale, la presse nationale n'explique pas ce qu'on souhaiterait qu'il fasse d'ailleurs. En plus, la presse aujourd'hui nationale, la presse nationale aujourd'hui, elle occulte, elle se tait sur le problème. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire, elle se tait parce qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui sont impliqués dans ces affaires de complicité. On a des réactions, je vais les lire. On entend là qu'il y a une responsabilité aussi de la presse qui se doit, en tant que lanceur d'alerte normalement dans la population, qui doivent relayer ces infos-là et qui doivent aussi dénoncer de par leur statut, mais que c'est pas ce qui est fait. On a Mumu qui nous dit, en tant que citoyen, on peut aussi boycotter les grandes surfaces en question. C'est un peu pieux quand même. Nathanaël qui nous dit, comment doit-on appeler ce genre de pratique? C'est de la corruption organisée, hein. Parce que la corruption, alors on nous dit, oui, mais vous n'êtes pas là quand il y a des échanges financiers. Mais la corruption, c'est pas forcément des échanges, c'est aussi de dire, je vais créer des emplois, je vais sortir des gens du chômage. Ils vont promettre de créer des emplois, et après le maire dit, mais voyez, je vous ai créé des emplois. Alors qu'il n'a pas respecté la loi du début jusqu'à la fin. Donc, c'est le chantage à l'emploi. Et vous avez le député Charrier, il a annoncé pour 200 emplois créés dans la grande distribution, c'est 700 emplois qui disparaissent dans le commerce de proximité. On a des réactions. Alors, dans la poursuite de cette réflexion-là, on a Nathanaël qui nous dit « c'est un système mafieux, mais doit-on parler de corruption ?» Écoutez, je ne sais pas. Alors, il faudrait faire des enquêtes et demander pourquoi un maire va déposer 5 fois son projet, alors qu'il a été jugé illégal, il le redépose une 5e fois. Donc, voilà. Il y a un manque aussi de contrôle. On a une réaction de Patrice, je vais lire quelques-uns de ses commentaires. Il nous dit « Certains élus locaux qui autorisent des permis de construire sans respecter les règles des plans locaux d'urbanisme pour favoriser les implantations de grandes surfaces. 2. Certaines grandes surfaces qui exploitent des millions de mètres carrés illicites sans avoir sollicité préalablement la commission départementale d'aménagement commercial. 3. Les conseillers régionaux et départementaux qui ferment les yeux en régularisant les surfaces illicites accordent des autorisations sur des zones. 3 petits points. Voilà. Alors, nous, ce qu'on réclame, parce qu'il faut savoir que quand vous arrivez en commission départementale d'aménagement commercial, des fois, ils ont le dossier 3 ou 4 jours avant. Hein. Ils n'ont pas ouvert le dossier. Ils ne savent pas dedans s'ils régularisent les surfaces illicites. Et ils viennent, ils disent simplement oui ou non. Il n'y a jamais de rapport, que ce soit du conseil départemental ou que ce soit du conseil régional, nous expliquer pourquoi ils ont autorisé un projet. Ça, c'est la première chose. Et après, les élus locaux, eh bien, si vous voulez, au sein de l'intercommunalité, c'est je te donne une autorisation, toi, tu me le donneras la prochaine fois. Ah oui. Si vous voulez. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même 6 élus importants dans la commission départementale d'aménagement commercial. Il n'y en a aucun qui amène un rapport sur son explication de vote. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a trop? Est-ce qu'on en a besoin? Voilà. Il n'écoute absolument plus. Ça se passe les 6 élus. Et après, vous n'avez comme solution que d'attaquer l'autorisation.
Ça, ils ont carrément occulté. Il n'y a absolument aucune démocratie, aucune participation. Alors que il y a des années antérieures, il y avait des pré-commissions. C'est-à-dire qu'avec la chambre de commerce, on réunissait les commerçants de la zone et on disait voilà, et vous allez avoir un concurrent ou autre. Aujourd'hui, il faut que vous cherchiez dans le journal la publication de la décision. Vous n'êtes même pas informé, le maire ne vous a pas informé qu'il y allait avoir un projet sur sa commune. Vous découvrez le projet une fois qu'il est publié. En fait, on sent qu'il casse un peu tout ce qui avait été mis autour, qui n'était pas suffisant, mais tout ce qui était considéré comme des garde-fous. Progressivement, en fait, ces choses-là on vient les abroger. Il y a des réactions par rapport à ça. On a pourquoi les membres des conseils régionaux ou départementaux votent pour des projets de grande surface en périphérie des villes, alors que les communes de ces projets bénéficient de subventions dans le cadre des opérations de revitalisation des cœurs de ville, de rénovation urbaine. Et deuxième question, dans le cadre de la solidarité, ne prennent pas en charge, donc ces élus, ces conseils régionaux ne prennent pas en charge les dossiers d'aide aux commerçants ruinés par des décisions politiques d'autorisation de grande surface. Alors qu'ils défendent les projets de la grande surface. Là, ils ont le budget pour ça. Alors là, justement, on le dénonce dans le cadre d'un dossier qu'on a déposé à Orthez. Parce qu'à Orthez, alors il faut savoir déjà, il y a eu toutes les magouilles, on peut l'assurer parce qu'on a fait les dossiers. Toutes les magouilles déjà pour sortir les halles qui étaient le noyau, qui était le cœur du centre-ville. Donc on a viré les commerçants pour pouvoir mettre de la grande distribution. Après, ça a complètement fusillé tout le centre-ville d'Orthez. Là, ils n'arrêtent pas de toucher des subventions pour la rénovation des logements et le tout. Et ben, ils viennent de redonner encore 6400 mètres carrés de grande surface. Et avec, justement, le conseil départemental, le conseil régional, le SCOT, tout, voilà. Et tant qu'ils n'ont pas changé de mentalité, si vous voulez, c'est infernal. Ça dure comme ça depuis plus de 20 ans. Et en fait, oui, tout à l'heure, on disait que c'est à l'échelle nationale. On réagit dans le chat en disant il y a aussi le prix à l'achat pour acquérir une superficie. C'est Fauzi qui nous dit ça, qu'elle soit constructible ou pas. Il y a le prix au mètre carré qu'il questionne. Et on nous dit aussi, de la part de Nathanaël, si cela se multipliait partout en France, trois petits points. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on parlait de votre lutte à vous qui était centrée, dès que vous l'avez créé, votre association sur le PACA, mais que si jamais on allait plus loin et qu'on était à l'échelle nationale, ce serait catastrophique de constater l'ampleur des dégâts. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils freinent des cas de fer et qu'ils font lever tous les garde-fous existants pour faciliter ces pratiques. Mais on va y arriver dans le détail parce qu'on avance, il y a des réactions et c'est intéressant d'aller voir ce qui se dit dans le chat. Mais on va poursuivre parce qu'il y a d'autres choses à en dire. Notamment le fait de pouvoir impliquer davantage la population. Tout à l'heure, il y a Patrice qui disait pourquoi on autorise à construire sur des surfaces, sur des zones inconstructibles, inaliénables, des zones humides, des zones inondables, des zones naturelles, à risque ou agricoles. Tout à l'heure, Viviane nous disait on construisait en Martinique aussi sur des mangroves. En fait, vous questionnez pas mal, j'ai vu, la question de l'environnement. Ça, c'est le résultat d'avoir supprimé le certificat d'urbanisme dans les dossiers de grande surface. C'est-à-dire, avant, quand le dossier était déposé en préfecture, le préfet vérifiait si le projet était compatible avec le règlement du PLU, du plan local d'urbanisme, ou avec le plan de prévention des risques. Aujourd'hui, ça a été retiré en 1996 sous c'était monsieur Chirac et monsieur Raffarin, soi-disant pour les commerçants indépendants, entre autres. Donc ça a été supprimé. Et le fait que les commerçants ne peuvent pas attaquer le permis de construire, mais personne ne peut dénoncer. Les seuls qui peuvent dénoncer, ce sont les riverains. Hein. On a un cas dans le 62 où ce sont les riverains qui se défendent contre l'implantation d'un Lidl qui vient mettre son parking à ras des maisons, donc pour vous dire où ils en sont. Mais ça vient du fait que la grande distribution a pris l'habitude de s'implanter sur des terrains agricoles éloignés de la population. Quand ils sont venus implanter leurs centres commerciaux, il y a fallu recréer toutes les infrastructures et autres.
Et là, il n'y avait pas d'habitants pour attaquer les permis de construire et les commerçants ne pouvaient pas attaquer les permis de construire. Et après, vous avez aussi les cultivateurs qui se sont retrouvés avec à la place d'avoir des mètres carrés à 1 euro, se retrouvent avec à vendre des terrains à 5 euros le mètre carré ou 10 euros le mètre carré. Si vous voulez, comme il y a jamais, vous avez jamais eu la préservation des sols, on le voit bien aujourd'hui avec la loi pour zéro artificialisation. Donc, ils ont eu le droit de faire ce qu'ils ont voulu sur les terres agricoles. Ils savaient qu'ils n'avaient pas de recours sur les constructions. Donc, Beno, c'était avec le maire, tout se passait avec le maire, puisqu'il faut savoir, une fois que l'autorisation a été donnée, où là, il y a 6 élus, c'est-à-dire qu'il y a le maire, l'intercommunalité, le président du SCOT, le président du département, le président de la région. Mais une fois que ça a été autorisé, que c'est en concertation, le promoteur se retrouve seul avec le maire. Donc, si vous voulez, le maire, il va être le seul à délivrer un permis de construire de 30 000 ou 40 000 mètres carrés. Donc, inutile de vous dire, on n'a pas besoin, il y a eu on a eu des grosses affaires, comme l'affaire d'Estrade, où il y a eu, comment ça s'appelle, enfin, il y a eu un gros scandale à ce moment-là, où il y a eu des autorisations qui ont été délivrées, que ce soit le Parti socialiste ou autre, tous les partis ils y ont touché, si vous voulez. Donc, cette corruption-là, tout le monde nous dit, mais ça n'existe plus. Mais là, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi un maire de 1500 habitants est acharné pour implanter un 900 mètres carrés d'un Super U ou d'un Lidl. Donc, si vraiment il n'y avait plus de corruption, il ne serait pas acharné. Il dirait, bon, j'ai ma population, j'ai mon il faut que je défende mes commerçants. Mes commerçants ont aidé à entretenir le village pendant 10 ans ou 15 ans avec toutes ces grandes surfaces tout autour. Ils m'ont donné de l'animation. Ils vous disent, oui, mais de toute manière, les commerçants se portent bien. Et puis, ils n'en ont rien à faire. Ils signent quand même un permis de construire, sachant qu'il n'y a personne qui viendra. Il viendra contester, oui, c'est ça. Et la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que les requérants, c'est eux, avec leurs fonds propres, qui vont assumer les procédures. Mais il faut savoir que les maires, ils tirent sur les finances publiques pour payer leurs avocats. Et pour défendre le projet d'une grande surface. Et même si le permis est frauduleux parce qu'il n'a pas respecté le PLU ou qu'il n'a pas respecté le PPRI, c'est les finances publiques qui vont payer les avocats pour défendre des permis de construire frauduleux. En fait, on tourne en rond, c'est-à-dire qu'il facilite ces pratiques et qu'en plus, lorsqu'ils sont attaqués ou lorsqu'ils ont besoin de conseils juridiques ou autres démarches juridiques pour mener à bien leur projet, ce sont les impôts qui paient. Absolument. Voilà. C'est les impôts des commerçants qui vont ruiner, qui va aller payer les... Et regardez dans la presse maintenant, c'est ouvert. La presse dit, Monsieur le maire, Lidl, c'est le projet du maire. Donc, c'est pas le projet des citoyens, c'est le projet du maire. Et avec les sous de la commune, il défend son projet. Il les défend pas avec sa retraite ou ses revenus. Non, il défend avec la... Et quand le permis est annulé, on dit pas au maire, vous allez restituer vos fausses écritures. Voilà. Ben là, on va embrayer sur une autre dimension où, en fait, ce qui explique notre échange, c'est qu'en fait, ça fait un moment qu'on est en contact avec Martine et Claude, mais que ça a traîné en longueur pour qu'on puisse enfin se connecter. Et l'idée, c'est qu'à travers mon activité de conseil Nexus, on travaille ensemble à essayer de sensibiliser les commerçants, parce qu'on disait effectivement les citoyens sont concernés, mais les commerçants sont en première ligne de ça, de ce type de pratique, puisque les commerces ferment, puisqu'ils sont ruinés, que l'exemple même de Martine et Claude et des autres commerçants qui ont ouvert des antennes partout en France, et Outre-mer illustre la difficulté, illustre la lutte qui dure depuis une vingtaine d'années. Donc en fait, ce qu'on va expliquer là ce soir, c'est en quoi consiste cette opération de sensibilisation. C'est qu'on lance cette opération qui s'appelle MOB 418 pour réclamer 3 points essentiels. Le premier étant qu'on réclame une enquête nationale pour évaluer les sommes dues par les grandes surfaces qui ont fraudé sur l'ensemble du territoire.
Donc, on imagine, comme on disait tout à l'heure, que c'était 418 milliards sur les cas simplement révélés par l'association dans la mesure de ses moyens, mais qu'il nous faudrait une enquête nationale pour évaluer l'ampleur de la fraude et évidemment mettre en place des choses qui permettent de cadrer tout ça. La deuxième chose, ce serait que les commerçants aient un droit de recours effectif, commerçants et artisans, contre les permis de construire frauduleux, qui puissent contester cette opération de construction et s'outiller juridiquement. La troisième chose, c'est qu'il y ait une perception immédiate de ces milliards qui sont déjà révélés par En Toute Franchise, puisque le travail a déjà été fait par ces associations, ces antennes, et de verser ces milliards en tant qu'indemnité solidaire à tous les commerces de proximité concernés par ces zones qui ont été révélées par En Toute Franchise et de financer les besoins du secteur. Alors, je vais vous lire les besoins en question qui sont identifiés par l'expérience de Martine et Claude. Les premiers besoins en financement, c'est de verser donc d'urgence une indemnité solidaire conditionnée à la création d'emplois durables et autres. Financer l'installation d'entrepôts de stockage pour les commerces de proximité qui comprennent un service de logistique éco-responsable, que les commerces puissent bénéficier de cet espace, puisque Martine et Claude nous expliquaient que le stockage se fait dans les appartements qui se trouvent au-dessus des commerces parfois et qui font fuir du coup les habitants des centres-villes, puisqu'ils ne peuvent pas habiter au-dessus et donc ça fait fuir aussi la clientèle. Qui pourrait financer ou rembourser les travaux de rénovation de logements de commerce, puisque c'est ce qu'on disait, c'était devenu des lieux de stockage, d'entreposage, qui viennent aussi financer ou rembourser les travaux de mise aux normes de rénovation de locaux commerciaux, parce que ça plombe le budget des commerçants qui s'installent alors qu'ils n'ont même pas commencé à exercer. Avant même le départ de l'activité, ils sont déjà ruinés. Donc en fait, ces financements-là, c'est pas de dire juste on verse une indemnité solidaire pour verser une indemnité solidaire, mais c'est de dire que ça financerait les besoins du secteur que je suis en train de vous lister. Et on en a trois autres, c'est le fait d'aménager le territoire pour favoriser le retour des habitants au cœur de la ville, en installant des zones de loisirs culturels, des services publics, des entreprises, améliorer l'accessibilité, notamment je pense au handicap, d'améliorer la logistique pour permettre à ce qu'il y ait un accès facilité à ces commerces, puisque tout à l'heure Martine nous disait qu'en plus en termes de représailles, les maires faisaient installer des choses juste devant les locaux commerciaux pour entraver l'accessibilité des clients. Il faudrait rassembler les commerces qui sont éparpillés un peu partout dans un pôle commercial de proximité, puisque Martine et Claude nous parlaient de cimetières de locaux à louer qui pullulent un peu partout. On voit tous des pancartes commerce à louer, puisqu'ils se font chasser un peu à l'image de ce qu'ont vécu Martine et Claude il y a quelques années, il y a plusieurs années maintenant. Et enfin, de créer un guichet unique qui sera un organisme indépendant pour vérifier la conformité de tous les documents nécessaires à la construction des grandes surfaces, pour qu'elles puissent ne pas dépasser la limite autorisée de construction et permettre de lutter contre les fermetures de commerce. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça pointe aussi une hypocrisie. On nous parle beaucoup d'environnement, on l'a vu, on nous demande de payer des taxes, on nous demande de contribuer d'une manière et d'une autre, mais on se rend compte qu'eux construisent à tout va, n'importe comment, dans n'importe quelles conditions, sans respecter les règles, et sur des surfaces qui ne sont pas autorisées, et des surfaces en plus aussi qui pourraient être protégées. Donc voilà, en fait, ce sont ça les trois demandes. Hein. Je répète, une enquête nationale pour évaluer l'ampleur des dégâts et des fraudes et estimer l'ampleur de la fraude nationale, un droit au recours effectif pour les commerçants et la perception de ces milliards au moins sur la zone PACA, puisque c'est identifié, pour les reverser aux commerçants et financer toute la liste qu'on a citée là. Comment participer en fait à cette mobilisation, à cette opération de sensibilisation? C'est en diffusant déjà ce live et ensuite en partageant un formulaire qu'on a créé qui permet aux commerçants de s'inscrire pour être au minimum informés de comment ça évolue et surtout s'identifier comme étant soutien de cette opération et de pouvoir, si jamais il y a une perception qui est faite, parce que ce que Martine et Claude nous disaient, c'est qu'il fallait surtout pas que ce soit Bercy qui perçoive ces 418 milliards, puisqu'on ne sait pas ce qu'ils en feraient, mais qu'il se soit effectivement reversé à ces commerçants. Mais pour ça, il faut que ces commerçants s'identifient et viennent au moins soutenir cette mobilisation en remplissant ce formulaire, pour qu'on puisse les recontacter, les réunir et progressivement grossir et faire un collectif de commerçants pour venir soutenir le combat En Toute Franchise, l'association de Martine et Claude, qui a 57 antennes en France et en France hexagonale et en Outre-mer, mais qui viennent aussi former un collectif pour faire face à ces grandes surfaces. Donc voilà, le lien, je l'ai posté en commentaire. Je vous invite à le partager à des commerçants que vous connaissez. On en connaît tous un, donc ça pourrait être bien de pouvoir partager tout ça.
On a des réactions, Martine et Claude en commentaire. On a Nathanaël qui nous dit qu'il faudrait peut-être créer des incidents dans la grande surface concernée avec des avocats qui pourraient aller chercher dans les pièces des dossiers d'attaque judiciaire, des plans d'urbanisme, des déclarations de surface, des surfaces officielles afin de soulever la responsabilité des marques. Ça y est, on sait le faire. Non, on sait le faire. On a travaillé, on a fait 50 procédures pour avoir la technique. C'est-à-dire quand on a commencé à aller chercher les 418 milliards, il y a il y a Emmanuel Valls, il a carrément retiré le texte de loi qui permettait d'aller contrôler. Donc il a fallu déjà demander au Conseil d'État si on pouvait aller contrôler. Une fois qu'on a commencé les contrôles, le préfet nous a dit oui, mais vous comprenez, il va payer trop d'amendes, il va licencier son personnel. Mais tous les employés des commerçants indépendants, c'est pas son problème. Des commerçants concurrencés par les fraudes. Donc, on a obtenu en 2018, on a obtenu que le préfet soit contraint de contrôler les surfaces illicites. Grâce à cette nouvelle loi, on a gagné déjà contre 3 préfets qui n'ont pas voulu aller contrôler. Donc là, ça y est, le processus, la démarche, comment s'organiser, ça y est, c'est bon. Maintenant, on n'a plus qu'à nous soutenir pour continuer. Il faut continuer. Et après, il faut que tout le monde s'en empare. Mais quand on commence un dossier, il ne faut pas dire je commence le dossier. Si on prend par exemple le dossier de Conforama Nice, on a commencé en 2016. On va y revenir. Justement, j'allais aborder ça. On va partager les 3 grosses dernières avancées qui ont été faites. Alors, on a le 18 mai. Bon, ça date un petit peu, mais en fait, c'est juste pour dire que vous avez adressé un courrier à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui disiez dans ce courrier? Eh bien, on lui demandait, parce qu'il ne veut pas appliquer la directive européenne Services pour justement contrôler les fraudes. La directive européenne Services est claire. Normalement, l'État vérifie les informations fournies par les demandeurs pour créer une grande surface. La France ne veut pas contrôler les informations. Donc, elle donne des autorisations sur des fraudes. Elle laisse construire le centre commercial sur des fraudes et l'État français a décidé d'aller contrôler une fois toutes les fraudes réalisées. D'accord, donc vous faites un appel à ce que le gouvernement fasse son travail, d'aller contrôler. D'appliquer la directive européenne Services. Donc, c'est pour ça qu'on finit les procédures qu'on a commencées en France. Là, on est au Conseil d'État, donc on va avoir le résultat de 2 procédures devant le Conseil d'État, déjà pour avoir une autorisation effective pour attaquer les permis de construire, et une autre autorisation, c'est-à-dire que toutes les surfaces qui sont à 999 mètres carrés, il n'y a aucun élu local d'une commune de moins de 20 000 mètres carrés ne veut déposer de dossier en CDAC alors qu'il a la possibilité de le faire à partir de 300 mètres carrés. On en parlera peut-être à une autre occasion parce que là on rentre dans des détails techniques. Mais pour partager une autre avancée qui a été faite fin d'année dernière, c'est qu'il y a 3 antennes qui ont décidé de saisir la justice pour démontrer la responsabilité pour faute de l'État sur différents signalements effectués, ignorés ou rejetés abusivement. Voilà, donc ça c'est tout. Si vous voulez, sur tous les dossiers qu'on dénonce depuis 27 ans, il y a des dossiers qui étaient prescrits. Et il y a des dossiers qui n'étaient pas prescrits. Il y a 7 dossiers qui ne sont pas prescrits. Et quand on a demandé au préfet d'exécuter, il ne veut absolument pas. Donc, on a attaqué Bruno Le Maire au tribunal administratif de Paris pour pouvoir qu'il exécute les contrôles. Et ensuite, une victoire quand même qu'on peut saluer et qui est encourageante, c'est le 3 février dernier où le préfet des Alpes-Maritimes a été condamné. Alors, dans le détail, le détail clair, c'est, alors je vais vous le dire. Alors, ça va être intéressant parce que ce qu'ils ont fait là, on va voir des choses très intéressantes. Là, c'est
donc l'association en toute franchise des Alpes-Maritimes qui a fait condamner le préfet des Alpes-Maritimes à faire procéder au constat de l'exploitation illicite de la surface de vente du magasin exploité sous l'enseigne Conforama au sein du centre commercial Nice One dans un délai de 15 jours à compter de la date de réouverture des magasins de vente. Et donc ensuite, une astreinte de 1 000 € par jour de retard a été prononcée à l'encontre de l'État s'il ne s'est pas justifié, s'il n'est pas justifié de l'exécution de la mesure prévue par l'article 2 dans le délai imparti. Une astreinte de 5 000 € par jour d'ouverture est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement ou de leur régularisation effective dans le délai imparti. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé avec Bruno Le Maire? Alors, Bruno Le Maire a fait un pourvoi contre cette décision. Alors, donc ça, c'est Bruno Le Maire par rapport aux amendes. Hein, par rapport aux amendes et aux astreintes, il ne veut pas, il fait un recours. Mais il faut quand même qu'on ait le détail du recours, je ne l'ai pas, hein, le détail. Mais il faut savoir que Conforama et le promoteur et le bailleur du centre commercial ont fait une tierce opposition contre le jugement. Et on passe lundi et le tribunal administratif rejette la tierce opposition, puisque il est constaté que les surfaces sont illicites. Donc là, on n'est pas sur une procédure contre Conforama ou contre le promoteur. Nous, on est contre le préfet qui ne respecte pas, qui ne vérifie pas que les autorisations sont bien respectées. Et là, on vient d'avoir la proposition du commissaire du gouvernement qui confirme cet arrêt-là, qui rejette les tierces oppositions contre le préfet. Et qui aligne le préfet. Et qui aligne le préfet et qui comment ? Et si le juge décide de... Si le juge suit l'avis du commissaire... Ça va dans le sens de tout à l'heure. Et par contre, les astreintes, alors il nomme le montant des astreintes, hein, et il verse les astreintes au conseil régional. Alors, ça va dans le sens de tout à l'heure. Mesdames, messieurs, suivez-nous. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas qu'on soit mort, mais non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir écrire au conseil régional qu'ils remettent l'argent chez les commerçants qui ont été concurrencés par la surface illicite. Alors, mais il nous faut bien sûr attendre le résultat. Hein, il faut attendre le jugement pour pouvoir en parler la prochaine fois. Et ça va être la prochaine fois, ça devrait être de bons arguments pour que les gens nous aident. Pour faire les investissements dans les procédures. Avoir la proposition du commissaire. Excusez-moi. Je poste actuellement je poste dans le live, je vais essayer de faire ça, on va voir. Les visuels, c'est quelques affiches que vous pouvez partager, quelques images que vous pouvez partager avec votre entourage de commerçants ou autres, qui permettent en fait de diffuser les trois demandes de l'association en association avec Nexus. On arrive à pile poil à 20 h. Merci beaucoup Martine et Claude pour votre témoignage. C'est pas facile de résumer plus de presque 30 ans de lutte, mais je pense qu'on a saisi, je pense que ceux qui suivent ont saisi globalement ceux contre qui l'ampleur de la lutte et puis surtout c'est l'ampleur des dégâts. Voilà, l'ampleur des dégâts et la difficulté qu'on peut avoir lorsqu'on mène une lutte de cette envergure-là. Tous les liens ont été partagés, le lien pour vous soutenir financièrement. On rappelle que l'association en toute franchise n'est pas financée autrement que par des dons et des adhésions. Si vous connaissez des commerçants qui ont été abusés, n'hésitez pas à les rediriger vers l'association. Ils pourraient créer une antenne ou venir soutenir. Si vous connaissez des commerçants qui voudraient participer à cette opération de sensibilisation, il faut pas hésiter à leur faire part de cette opération de sensibilisation. Et n'hésitez pas à suivre aussi les pages dans toute franchise, sur Twitter, sur Facebook. Le site internet est très riche en informations. Il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez regarder et diffuser. Et sur Nexus, régulièrement, lorsqu'il y a des avancées, on fait soit des communiqués de presse, soit des newsletters. Merci beaucoup aux personnes qui sont restées jusqu'au bout. Merci à Martine et Claude. Et on reviendra en fait avec des lives, mais cette fois, Martine et Claude seront en compagnie de commerçants qui viendront témoigner de ce qu'ils ont vécu et qui ont soit ouvert une antenne, pas forcément, mais qui viendront témoigner.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine fois. Encore merci et bonsoir, bon week-end. Il y a Fauzi qui vous embrasse, il vous a croisé, je crois, à l'Université d'été d'Avignon. Et Mimu qui nous dit que c'était super intéressant. Merci beaucoup et total soutien. Pour aller plus vite, il faut que les gens nous aident. Nous, on a mis 27 ans pour avoir des... Mais on n'a pas besoin d'attendre 27 ans pour avoir des résultats maintenant. Donc, vous avez besoin de soutien et on va essayer de partager ça le plus possible. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.